Attentat au cœur du pouvoir, un documentaire d'Antoine Victine qui nous fait vivre de l'intérieur la gestion du terrorisme au plus haut niveau de l'État. Et on va prolonger la réflexion avec notre invité exceptionnel Manuel Valls. Bienvenue, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous étiez donc Premier ministre lors des attentats de 2015. Si vous voulez bien, on va rester un petit peu sur ce film que l'on vient de voir. Qu'est-ce que ça vous fait à vous de revoir ces images? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ça? Il y a eu beaucoup de documentaires depuis, notamment à l'occasion évidemment du procès de ces attentats qui est en cours. Mais ça me touche toujours parce que, au fond, on se souvient non seulement de ces journées, ce qu'on a vécu, et j'étais en effet en responsabilité, mais pour moi, ce qui me submerge toujours, ce sont les victimes. Ce sont les victimes parce que souvent on les oublie. On se rappelle du nom des terroristes, de ce qui s'est passé à ce moment-là, où nous étions ce soir-là. Mais au-delà des images atroces, on oublie ces victimes et on oublie toutes ces familles qui vont vivre avec le souvenir des morts et tous ces blessés qui porteront à tout jamais en eux les marques physiques, psychologiques de ces journées terribles. Moi, je me rappelle plusieurs jours, plusieurs semaines après, j'ai rendu régulièrement visite aux blessés, notamment à l'hôtel des Invalides. Je me rappelle de jeunes garçons, de jeunes filles, ces jeunes, hein, leur vie a été brisée ce soir-là avec des blessures gravissimes parce que ce sont des armes de guerre qui ont été utilisées. Donc à chaque fois que je vois ce type de documentaire, et celui-ci en particulier, évidemment, j'ai ce souvenir au fond parce que derrière ce sont des vies, des êtres humains qui ont été brisés. Il y a les victimes, il y a vous. Est-ce que vous, ce soir-là, vous vous sentez sidéré, un peu comme les Français? Est-ce que vous aussi vous êtes sonné? Est-ce que vous réalisez ce qui se passe? Je peux essayer de reconstituer évidemment ce qui s'est passé ce soir-là, mais d'une certaine manière, nous n'avions pas le temps d'être sidérés. Il fallait réagir, agir tout de suite. Quand j'étais informé des attaques, bien sûr au Stade de France, puis ensuite sur les terrasses, j'étais à mon domicile, j'ai compris immédiatement que nous faisions face à une attaque multisite simultanée. Nous savions que cela pouvait se produire. Tout le monde le redoutait. Tout le monde le redoutait, les analyses, les experts, les services de renseignement, bien évidemment. Donc, face à cela, il faut réagir. Mais tout au long de la nuit, et dans les jours qui ont suivi, bien évidemment, c'était l'action, la riposte qui s'imposait. Mais j'ai très vite compris que ces journées changeaient d'une certaine manière le cap de l'histoire et changeaient d'une certaine manière aussi ma vie, parce que mon parcours politique a été et allait être marqué, comme celui de François Hollande ou Bernard Cazeneuve, par ces moments-là. On va y venir, mais est-ce qu'à aucun moment vous ne vous sentez faillir? À aucun moment vous ne vous dites « là, je ne suis plus en capacité, même une seconde, 2 secondes, d'être le Premier ministre » Jamais. On ne peut pas, mais en vous répondant, ça ne veut pas dire qu'on ne doute pas. Il ne faut pas être péremptoire, bien évidemment. Mais dans ces moments-là, il faut agir pour, je crois que ça a été reconnu d'ailleurs, pour tenir le pays. Quand ces attaques multisites surgissent, nous savons donc que d'autres attentats peuvent avoir lieu dans les heures, ce qui s'est passé évidemment au Bataclan, mais dans les jours qui suivent, puisqu'il y avait des équipes, des terroristes qui étaient dans la nature, et cela a duré encore plusieurs semaines, puisque ces équipes-là ont prolongé leur meurtre en Belgique. Donc non, il faut agir, il faut tenir, et c'est ça qu'on demande à un gouvernant. Les mots horreur, les mots guerre reviennent souvent dans vos propos et dans ceux de François Hollande très vite après les attaques. On se souvient encore de cette scène très forte, de cette allocution de François Hollande où il dit « c'est une horreur » avec presque des tremblements dans la voix. Est-ce que, après coup, avec le recul que vous avez aujourd'hui, vous vous dites que c'était des mots adaptés? Moi, j'ai utilisé le terme guerre dès les attentats de janvier contre Charlie, l'hypercachère et l'attentat aussi à Montrouge qui a coûté la vie à une policière municipale. Non, Clarissa Jean-Philippe. François Hollande est au Stade de France. Donc il vit cela. Il a d'ailleurs la bonne attitude qui consiste à ne pas provoquer un mouvement de panique en faisant en sorte que la tribune officielle quitte le stade. Non, il fallait surtout, et d'ailleurs à ce moment-là nous ne savions pas, il ne savait pas ce qui pouvait passer à l'extérieur, il ne fallait pas provoquer un mouvement de panique. Il comprend qu'il se passe quelque chose, mais
avec les informations qui nous arrivent tout au long de la soirée, oui, le mot, c'est l'horreur. Ce sont des scènes de guerre. C'est les informations que nous avons immédiatement, ce qui circule d'ailleurs sur les chaînes d'information et sur les réseaux sociaux. Et avec le recul, vous vous dites que c'était les bons mots, c'était des mots adaptés, je veux dire, à l'état d'esprit des Français qui eux-mêmes étaient déjà apeurés, terrorisés, disons. Le terrorisme islamiste, puisque c'est ainsi qu'il faut l'appeler, nous mène une guerre. Nous mène une guerre contre ce que nous sommes, c'est-à-dire une France républicaine, laïque, une démocratie. On tue des juifs, des policiers, des journalistes, plus tard des chrétiens, parce que c'est ça aussi la France et notre diversité. Donc c'est une guerre contre notre manière de vivre. On s'attaque à une salle de spectacle, à un stade de foot pendant un match, aux terrasses bien évidemment, parce que c'est une culture qui est celle de la liberté, du rapport à l'autre, à notre jeunesse. Donc oui, c'est une guerre culturelle, c'est une guerre de civilisation, au-delà même évidemment du massacre, puisqu'il s'agit d'un massacre. En voyant ce documentaire, on peut se demander s'il y a eu une forme d'impulsivité chez vous et chez François Hollande. Parmi les choses qui ont pu frapper à chacune des attaques, c'est votre réflexe à vous de vous rendre sur place, vous et François Hollande. Pour François Hollande, ça a été une évidence, et d'ailleurs ça nous est rappelé dans le film. On regarde un extrait et on en parle après. Coup de feu dans Charlie Hebdo avec Patrick Pelloux visiblement dévasté au téléphone. On sent que ce qui est en train de se passer est une tragédie qu'on n'a pas encore connue depuis le début de ce quinquennat. Et le président, à l'issue de la conversation, ne s'interroge pas une seconde sur ce qu'il a à faire. Il dit « j'y vais ». Il ne s'interroge pas une seconde, il dit « j'y vais ». Est-ce que là aussi, il y a une forme d'impulsivité qui est dangereuse ou qui est saine parce qu'elle est aussi en phase avec les Français, peut-être? Impulsivité, je ne crois pas. Il s'agit d'être présent et de symboliser, d'incarner la présence de l'État. Dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, cela ne pourrait pas se passer. Parce que les services de sécurité dominent d'une certaine manière l'agenda, les initiatives, le parcours du chef de l'État. Mais François Hollande, pour ce qui concerne Charlie Hebdo, et avec son Premier ministre et ministre de l'Intérieur le soir des attentats du 13 novembre, a considéré qu'il fallait être là-bas, ce soir-là, le 13 novembre, aux côtés, bien sûr, de toutes les équipes de secours qui opéraient à En quoi c'est important pour qu'on essaye de comprendre, pour que le téléspectateur essaye de comprendre? C'est quoi? C'est là d'être au plus près. Je pense pour soi-même déjà. Ouais. Parce que il faut sentir les choses, il faut d'une certaine manière les vivre avec leur côté le plus terrible, parce qu'il s'agit de parler les services de secours avec les médecins, de voir des blessés, de comprendre ce qui se passe dans ces quartiers de Paris touchés par les attentats. Donc il faut essayer d'être auprès de ceux qui agissent, notamment les services de sécurité et de santé et de secours, et puis de montrer que face à la violence de l'attaque, l'État est là, debout, tenant le choc, avec des risques. Vous avez tout à fait raison, c'est ce que suggère également votre question, parce qu'il y a des répliques possibles. Et l'histoire a montré qu'Abdelhamid Abaoud était dans le coin au même moment. Mais il faut, d'une certaine manière, les policiers, les sapeurs-pompiers de Paris, les médecins du SAMU prennent des risques. Donc c'est important que le chef de l'État, son gouvernement, est-ce que nous devions être tous présents? Ça c'est une autre affaire. Je pense que, vu la gravité des faits, nous avons senti qu'il fallait être là pour faire aussi cette démonstration d'unité dans ces moments difficiles. Vous l'avez un peu suggéré tout à l'heure et j'aimerais qu'on approfondisse cette question. Vous disiez que ces attentats vous avaient un peu changé. En quoi vous ont-ils changé? Parce que d'une certaine manière, on fait mieux la part de ce qui est essentiel et de ce qui est moins important dans l'action gouvernementale et dans l'action politique. Bien sûr, l'économie, la santé, le social, l'éducation, l'environnement, ce sont des choses tout à fait essentielles. Ces attentats vous ont changé en tant que personne, mais aussi en tant que responsable politique. Oui, parce que nous sommes face à une forme de guerre, à des attaques d'une violence inouïe. L'histoire, ce que j'ai toujours pensé, à sa part, son cortège de tragédie, et donc nous ne sommes pas préparés forcément dans nos démocraties apaisées à vivre ces instants. Et pourtant, il faut réagir. Cela s'est passé ainsi. Donc oui, ça change. Et puis, pardon,
jusqu'au bout, jusqu'à ce que je quitte Matignon en décembre 2016, et encore après, pour tous ceux qui ont gouverné ou gouvernent encore, nous vivons avec cette menace. Menace extérieure, bien sûr, mais surtout aujourd'hui, menace intérieure. Donc, d'une certaine manière, pardon de vous le dire ainsi, ça m'a obsédé. Peut-être parfois même trop, mais en tout cas, j'ai vécu avec cette obsession de ce risque des attentats, parce que beaucoup d'attentats ont été déjoués. Malheureusement, il y a eu aussi des attentats, sinon nous n'en parlerions pas aujourd'hui. Et donc, ça, oui, on vit avec ça, parce qu'on a une responsabilité. Il faut assurer la sécurité des Français. C'est la première de nos missions. Et puis moi aussi, parce qu'on est bouleversé, parce que on vit avec ça, parce que sans doute votre caractère, votre image, vos traits se durcissent, et ça aussi peut-être des conséquences sur d'autres paramètres de l'action gouvernementale. Ça vous a changé sur le plan idéologique? Historiquement, on le sait que la gauche a plutôt eu tendance à chercher, sinon ce qu'on a appelé des excuses sociales, mais des explications sociales. Est-ce que ce sont des attaques qui vous ont fait dire stop, on arrête de chercher des explications et des excuses? Est-ce que vous vous êtes endurci jusque-là? J'essaie toujours, parce que quand je réponds à vos questions, quand je réponds à une journaliste, à la presse, je pense toujours à ceux qui nous écoutent et nous regardent. Donc, je ne veux pas mettre ma personne au cœur du débat, mais puisque vous me posez la question et vous m'invitez, évidemment. Je crois que cela s'est senti notamment dans mon discours du 13 janvier 2015, après les attentats de Charlie de l'Hypercacher. Si mon discours a eu de la force, c'est que mes convictions, les idées que je les défendais depuis longtemps, et que malheureusement, le surgissement du terrorisme suite de la dérive de l'islam, d'une partie de l'islam et de l'islamisme, de l'islam politique, la montée en puissance de l'antisémitisme dans nos quartiers. Je prêchais un peu cela, je l'évoquais souvent dans mes discours pour défendre la République et la laïcité, mais aussi une position intransigeante. C'est parce que j'avais été isolé au sein de la gauche. Malheureusement, je dis bien malheureusement, les faits me donnaient raison. Donc cela m'a plutôt conforté dans l'idée que il faut plus que jamais, il fallait plus que jamais, il faut plus que jamais défendre la démocratie, la République, la laïcité, l'égalité femmes-hommes, et qu'il faut être d'une intransigeance totale, et en désignant en plus clairement l'adversaire. C'est pour ça que j'étais l'un des premiers à parler du rôle néfaste des frères musulmans, à demander l'interdiction du salafisme, à désigner l'adversaire, c'est-à-dire le djihadisme et l'islamisme politique, et à ne pas rentrer dans cette culture de l'excuse, à chercher dans le parcours des individus, dans les problèmes de l'immigration, dans les sujets sociaux. Est-ce qu'on pourrait aller encore plus loin et se dire que ces attaques ont changé la gauche, clivé la gauche profondément? Vous dites que vous étiez isolé, mais certains vous ont suivi après, avec la répétition aussi des attentats. Certains vous ont rejoint dans cette logique. Est-ce que finalement ces attaques ont bouleversé la gauche? Vu l'état de la gauche aujourd'hui, j'ai du mal à vous répondre vraiment. Mais la gauche est retrouvée divisée. Regardez par exemple sur la question de la déchéance de nationalité. Je ne parle pas des Français, je parle de la gauche. La gauche au gouvernement, avec Pierre Joxe, avec Jean-Pierre Chevènement, avec Bernard Cazeneuve ou moi-même, nous avons toujours été intransigeants sur les questions de délinquance, d'insécurité, bien évidemment de lutte contre le terrorisme. Et, oui, sans doute, mais vous savez, la crise de la gauche, ça n'est pas le sujet de notre entretien, mais elle est liée aux effets de la mondialisation, de la chute du mur de Berlin, mais surtout parce qu'elle n'a pas été capable de répondre aux faits identitaires, aux faits culturels, nés notamment avec l'ouverture du XXIe siècle, le 11 septembre 2001. Et faute d'avoir compris ce phénomène, à répétition jusqu'à chez nous, évidemment, nous avons donné le sentiment de ne pas comprendre ce qui se passait dans le monde. Je fais partie de ceux qui l'avaient compris et qui continuent de penser que si la gauche républicaine veut retrouver une voie, une force, elle doit être claire là-dessus. Mais reconnaissons par exemple que Emmanuel Macron, le président de la République actuelle, était lui aussi en 2015-2016 plutôt sur cette culture de l'excuse qui touche aussi parfois les gens qui se réclament du libéralisme, et qu'il a lui-même évolué jusqu'à son discours des Mureaux, quelques jours avant
l'assassinat effrayant de Samuel Paty, pour trouver les mots justes et pour mener une lutte déterminée contre ce qu'il appelle, à juste titre, me semble-t-il, le séparatisme. Et il y a bel et bien des moments de rupture, vous l'avez évoqué, ce qui a peut-être commencé à fracturer vraiment la gauche. C'est ce discours de François Hollande devant le Congrès et cette proposition de déchéance de nationalité. Là aussi, le film remontre ces images, on regarde. Nous devons pouvoir expulser plus rapidement les étrangers qui représentent une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public et la sécurité de la nation. Nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste. Et là, on vous voit acquiescer, et c'est un peu le tremblement de terre quand même, d'un point de vue idéologique pour cette gauche qui entend ça. Oui, mais... Il y a des regrets ou pas? Non, pas pour ce qui me concerne. Je veux comprendre que François Hollande en avait peut-être moins sur le sujet de fond que parce qu'il avait divisé la gauche. Mais au fond, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que nous avons ressenti, et c'est bien expliqué dans le documentaire, c'est que nous ne pouvions pas répéter les mêmes gestes, mon discours à l'Assemblée nationale quelques mois auparavant. L'attaque était d'une autre nature, donc il fallait clairement indiquer qu'il fallait abattre l'ennemi à l'extérieur, d'où l'intensification des frappes sur Raqqa et Mossoul, mais qu'il fallait aussi agir en France et en notre sein, au-delà de tout ce qui avait déjà été déployé. La déchéance de nationalité pour les binationaux existait déjà dans notre droit. Bernard Cazeneuve et moi-même, nous l'avions mise en œuvre pour les individus qui avaient été mis en cause et condamnés pour un attentat au Maroc. L'inscrire dans notre droit constitutionnel, dans notre constitution, me paraissait au fond assez normal. Ça ne changeait pas la politique antiterroriste, ce n'est pas cela qui allait régler les problèmes de fond. Vous n'y voyez pas une proposition impulsive, une proposition sous le coup de l'émotion? Non, parce qu'elle est le fruit de plusieurs heures de discussion. J'y assistais pour la plupart du président de la République avec l'ensemble des responsables des formations politiques, des présidents des assemblées, avec l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy aussi. Et c'est dit dans le documentaire, François Hollande voulait unir, pas seulement piéger, mais unir le pays autour de propositions qui venaient aussi bien de la gauche et de la droite. Le paradoxe, mais c'est du passé, c'est que le texte de loi a été adopté au 3/5e à l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs une déchéance pour tous, hein. Ce n'était pas la déchéance uniquement pour les binationaux, et que c'est le Sénat qui a arrêté cette réforme constitutionnelle. Vous en avez reparlé, vous en reparlez de tout cela avec François Hollande, Bernard Cazeneuve? Oui, nous en avons. Des événements sur lesquels vous revenez entre vous? Oui, et puis le procès lui-même nous ramène les uns et les autres parce que nous allons témoigner à ce procès dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Oui, donc nous trois, président de la République, François Hollande, Bernard Cazeneuve et moi, quoi qu'il arrive, quelles que soient nos divergences ou nos points de vue différents, nous restons unis à tout jamais, malheureusement, par ces faits. Et puis parce que les moments que nous avons vécus aussi nous avons énormément rapprochés. Vous ne parlez pas de Christiane Taubira, qui apparaît pourtant aussi dans ce documentaire et qui fait partie des ministres de premier plan qui sont très actifs à ce moment-là. Avec elle, vous n'avez pas... Non, mais Christiane Taubira, Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, Laurent Fabius, bien évidemment, ministre des Affaires étrangères, Marisol Touraine aussi, ministre de la Santé, donc il était avec nous à toutes les visites des hôpitaux, et Jean-Marie Le Guen, parce qu'il a eu à suivre évidemment la mise en œuvre de ce qui se passait ensuite... des lois à l'Assemblée et au Sénat, nous avons été très marqués. Non, Christiane est là dans ces moments. Mais c'est vrai que c'est le trio, là, parce qu'on s'est beaucoup vu, parce qu'on en a beaucoup parlé, parce qu'on échangeait en permanence. François Hollande avait une intuition dès le mois de janvier, c'est qu'il fallait d'une certaine manière un commandement unique qui a eu lieu à l'Élysée, et dans une fluidité des informations entre nous trois, mais surtout évidemment avec les responsables de la police nationale, de la gendarmerie, de nos armées, de nos services de renseignement extérieurs, intérieurs ou militaires. Donc il fallait cette coordination la plus étroite possible, et puis aussi évidemment des décisions qui concernaient nos partenaires européens. Est-ce que vous avez des regrets, des choses que vous auriez aimé refaire différemment dans ce moment-là? Sans doute. Lesquelles? Il y en a tellement.
nous avons une intuition dès 2012, parce que, vous savez, il y a un attentat très important, des attentats très importants, dont on ne comprend pas tout de suite les significations, que sont les attentats perpétrés à Toulouse et à Montauban, parce que ce sont des modes opératoires qu'on trouvera, même si là, il s'agit d'un seul individu, Mera pour ne pas le nommer. Mais il y a surtout, en septembre 2012, une cellule qui est démantelée, qui s'appelle la cellule de Torcy, et de Cannes et de Strasbourg. Un des terroristes est abattu, où on trouve déjà tous les ingrédients suite à un attentat raté dans un établissement cachère, dans une épicerie cachère à Sarcelles. Et on trouve tous les éléments, des jeunes qui n'ont pas pu partir en Syrie, d'autres qui en sont revenus, d'autres qui sont des convertis, certains qui ont un parcours de délinquants. Dans cette cellule, et ce qui m'amènera d'ailleurs quelques semaines après à faire voter la première loi antiterroriste du quinquennat Hollande, d'abord en première lecture au Sénat, et où j'évoque, ça a été critiqué à gauche, le fait que nous faisons face à un ennemi extérieur et intérieur. Donc, et puis on mettra en place ensuite toute la réforme de la loi sur le renseignement. Donc, d'une certaine manière, on peut toujours avoir le regret, est-ce qu'on n'aurait pas pu aller plus vite sur la prise de conscience? Nous étions conscients, Cazeneuve et moi, quand il m'a succédé ensuite à l'intérieur, de la menace. La seule chose dont j'ai parlé avec lui au moment de la passation de pouvoir, moi j'allais à Matignon, c'est de cette menace. Donc peut-être de ne pas avoir alerté davantage sur la menace. Mais moi j'en parlais. Il est plus fort. Oui, mais j'en parlais beaucoup. On me disait, mais il veut faire peur, pourquoi parle-t-il d'un ennemi intérieur? Vous voyez du calcul politique? Oui, on voyait du calcul politique, où on joue sur la menace. Parallèlement à cela, nous avons pris une initiative avec les ministres de l'Intérieur belges, surtout espagnols et britanniques, sur la coordination. Et je voyais qu'il y avait des pays qui n'avaient pas conscience de ce qui était en train de se passer. C'était pourtant des pays qui ont été ensuite très touchés par le terrorisme. Je pense à la Suède ou au Danemark. Nous échangeons beaucoup sur la nature de la délinquance qui pouvait mener au terrorisme. Donc oui, on peut... Mais j'ai toujours eu le sentiment, et je vous le dis encore aujourd'hui très clairement, d'avoir accompli mon devoir. Une victime ou un proche d'une victime, en m'écoutant, on va dire, mais non, il s'est passé quelque chose, il y a des failles. Oui, parce que le risque zéro n'existe pas, parce que la menace était extrêmement complexe à analyser, à combattre. Mais oui, je pense que nous avons fait notre devoir, et surtout avec Hollande et Cazeneuve, comment le dire? Je l'ai dit d'une certaine manière il y a un instant avec les mêmes mots, nous avons tenu. Les attentats du 13 novembre ont lieu quelques semaines avant des élections régionales. En plus, on est dans un moment démocratique, quelques semaines avant la COP 21. D'ailleurs, certains dans l'opposition nous demandent de l'annuler, et on a bien fait de la maintenir. C'était important de montrer que Paris, la France, jouait son rôle sur ce sujet aussi important que le changement climatique. Donc nous avons tenu le pays. À la fin du film, on vous entend dire « il peut y avoir une prochaine fois, nous devons vivre avec ». Est-ce qu'il faut y voir une forme de résignation, une forme d'impuissance de vous, les responsables politiques, comme de nous, les citoyens, quelque chose avec lequel on devra vivre aujourd'hui? Ni impuissance, ni résignation, mais vérité. Au lendemain des attentats de janvier 2015, j'ai dit dans un lycée agricole en Seine-et-Marne à des jeunes lycéens, vous allez vivre pendant très longtemps, votre génération va vivre à cette menace, parce que la fitna, le traumatisme du débat, de la discussion, de la violence des antagonismes au sein même de l'islam au niveau global, au niveau mondial, nous amène forcément à ce que le monde, et donc l'Europe, vivent avec cette question pendant plusieurs décennies. Donc le rôle des politiques, c'est non pas de faire peur, mais d'alerter aussi l'opinion sur ces risques. Et nous savions, à l'époque, l'État islamique en 2015 était au sommet de sa force. Ils avaient créé ce califat. Aujourd'hui, l'islamisme, l'islam politique prend d'autres formes. Enfin, sort renforcé de ce qui se passe en Afghanistan, se réorganise. La menace, elle est davantage intérieure. Il y a non seulement la sortie des terroristes de prison, mais la radicalisation des jeunes délinquants au sein même de nos prisons. Comment lutter il faut agir sur tous les paramètres. Le gouvernement actuel l'a fait. On peut toujours améliorer les choses. C'est-à-dire qu'il faut faire évoluer, bien sûr, les législations. Et moi, je trouve que l'Assemblée et le Sénat ont parfaitement joué leur rôle. Donc, continuer à donner les moyens, évidemment, à nos forces de sécurité, aux renseignements qui travaillent beaucoup mieux et en davantage de coordination, épouser toutes les nouvelles technologies qui existent, bien évidemment. Mais la bataille centrale, elle est, comment dire, elle est philosophique. Elle est
culturelle. C'est pour ça qu'il faut pas seulement s'attaquer au terrorisme et aux terroristes, mais il faut s'attaquer à l'islamisme, à l'islam politique, à l'influence des frères musulmans ou des salafistes dans nos associations, dans les villes, dans les quartiers, dans le monde du sport. À l'école, il faut être intransigeant. C'est une guerre, là, j'utilise le mot, mais culturelle, philosophique. Il ne faut rien lâcher de ce point de vue-là. Donc, c'est ce que j'avais dit le 13 janvier devant la représentation nationale. J'avais été applaudi par tous les groupes parce que je pense que plus que jamais, ça correspond à ce qu'il faut faire. La République et la défense de nos valeurs, qui sont en plus des valeurs universelles. Et ce qui s'est passé, le changement a moins lieu dans notre pays qu'en Europe. Là, je crois qu'il y a une prise de conscience probablement de ce qui s'est passé en Europe, moins sans doute aux États-Unis, que là, il y a des différences culturelles importantes. Mais en Europe, oui, sur la bataille politique, idéologique. Revenons d'un mot sur le procès des attentats du 13 novembre qui est en cours, effectivement, vous l'avez dit. Salah Abdeslam a dit il y a quelques jours qu'il avait eu une enfance heureuse, pas de difficultés dans la vie. Et Mohamed Abrini, un complice, dit que les accusés ne sont pas nés avec une Kalachnikov à la main. Ce sont des hommes normaux. Est-ce que ça ne rend pas l'analyse encore plus compliquée que ce que vous dites? C'est un grand sujet sur l'histoire, parce que l'homme est un loup pour l'homme, donc il se transforme au gré de son éducation, de son apprentissage civique, social, politique, et il peut devenir un monstre, bien évidemment. Et c'est ce qui se passe. Et ce qui est marquant, il n'y a pas eu encore le débat ou le questionnement sur les motifs, les motivations. Là, on essaie de comprendre plutôt la personnalité de ces meurtriers. Et c'est important, il faut le faire? Oui, bien sûr. Oui. C'est la force d'une démocratie. Ça, je pense que ce procès est très important. Il est long, il est douloureux pour les victimes. Il ne faut pas qu'il y ait de l'indifférence ou de l'habitude, mais c'est notre force. C'est la force de la justice, de l'état de droit. Nous avons toujours agi, d'ailleurs, même s'il y a eu des lois exceptionnelles, comme l'état d'urgence et son prolongement, mais il faut toujours agir avec les armes du droit. Jusqu'à aller chercher ce qu'ils sont, ce que ces bourreaux sont. Bien sûr, oui, parce qu'eux, ils ne l'ont pas permis. Eux, ils ont tué sauvagement. Des innocents, des gamins, des gens qui étaient dans une salle de spectacle ou sur des terrasses. Nous faisons la démonstration que nous sommes forts. La démocratie, d'une certaine manière, est faible parce qu'elle n'agit pas avec la violence. Mais heureusement, mais nous lui opposons au contraire la force du droit. Mais on voit bien dans leur déclaration une forme d'indifférence. Est-ce que vous restez optimiste, Manuel Valls ? Moi, je reste optimiste sur l'être humain et sur la société, malgré ce que nous venons d'échanger. Mais je rappellerai toujours à mes compatriotes, je le répète, que l'histoire est tragique. Et nous sommes dans un monde instable, avec un choc de culture, de civilisation. Et donc, c'est plus que jamais l'occasion de défendre, je le répète, ce que nous sommes. On nous attaquait pour ce que nous sommes, c'est-à-dire une grande démocratie avec nos valeurs universelles, et où nous mettons l'être humain au cœur de tout cela. Donc ça me détermine encore davantage dans mon engagement pour cette démocratie, cette République et ses valeurs. Ça, au fond, vous me demandez qu'est-ce qui a changé. Plus que jamais, ça me conforte dans l'idée que s'il y a un combat dans ma vie jusqu'au bout, c'est la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, c'est la lutte contre l'islamisme politique, contre tous les extrêmes et tous ceux qui veulent s'attaquer à ce que nous sommes, c'est-à-dire une démocratie et un état de droit. Et on s'arrêtera sur cette détermination. Merci infiniment, Manuel Valls, d'avoir été notre invité dans Un Monde en Doc un peu spécial, vous l'aurez compris. Merci d'être revenu sur ces événements douloureux pour nous tous. On se retrouve très vite sur Public Sénat. Thank you.